Bonjour à tous. Le Covid-19 fait énormément de dégâts en Chine et bien évidemment, il est tout simplement logique que nous nous posions des questions concernant ce coronavirus. Alors, comment est considérée cette épidémie par l'OMS? Que nous constatons sur le terrain et qu'est-ce qui a déclenché finalement cette épidémie et ou pandémie? C'est ce que nous allons voir et c'est mon raisonnement humble que je donne au collectif. Alors sur graphicsrfi.fr, nous avons le coronavirus en 7 points pour essayer de comprendre de quoi on parle, tout simplement. C'est ce que nous allons voir justement. Alors, plusieurs cas de pneumonie sont signalés dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine. Elles sont causées par un virus encore jamais observé et ça m'intéresse par rapport à l'historique. Les autorités chinoises confirment le 7 janvier 2020 la découverte d'un nouveau virus appartenant à la vaste famille des coronavirus. Baptisé 2019 nCoV, il est officiellement nommé Covid-19 pour coronavirus disease 2019. Que sait-on aujourd'hui de ce nouveau coronavirus qui a tué plusieurs centaines de personnes dans le monde? Alors, sous réserve au niveau des chiffres, puisque là maintenant nous sommes passés au millier officiel. Voilà. C'est important de le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un coronavirus? Et je reviendrai juste après au niveau de l'historique. La famille des coronavirus compte un grand nombre de virus. Certains n'affectent que les animaux. On ne connaissait jusqu'alors que 6 coronavirus susceptibles d'infecter l'homme. Le nouveau virus, le Covid-19, apparu en Chine dans la ville de Wuhan. Justement, c'est là où on peut se poser des questions. J'en ai parlé précédemment, fin décembre 2019, appartient à la famille des coronavirus, mais différent des virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie SRAS en 2003, et du MERS-CoV, responsable de d'une épidémie évoluant depuis 2012 au Moyen-Orient. Les coronavirus donnent leur nom à leur forme de couronne, les petites protubérances, les spicules se fixent et pénètrent dans les cellules humaines. C'est quand même ingénieux, mais je ne pense pas, pour moi humblement, que la nature soit aussi ingénieuse au niveau de la destruction. Est-ce que c'est de la technique ajoutée? Comment le coronavirus infecte l'homme? Il faut se poser des questions. Bien sûr, c'est important. Alors, nous avons ici le fameux coronavirus Covid-19. Avec la membrane cellulaire ici, il s'attache. Non, mais c'est quand même. C'est vrai que c'est une animation, mais c'est quand même. On a l'impression que c'est une clé pour ouvrir. L'image est claire pour ouvrir la porte à la cellule à travers le récepteur ACE2, la spicule qui fait office de clé, qui ouvre et qui rentre dans la cellule. Voilà, justement, sur le généraliste.fr, ce qui est très intéressant, c'est la grippe espagnole plus meurtrière que la guerre 14-18. Et c'est comme ça que je vais essayer de comprendre, faire une corrélation, parce que y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire aussi sur cette épidémie? Une réflexion intéressante sur la série Netflix, la série documentaire Pandémie. Car bien évidemment, il y a la mondialisation, les avions qui propagent aussi de manière exponentielle, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas de 2018. Et que donc, une médecin à San Francisco qui recherche des fonds nous dit que la prochaine pandémie pourrait tuer des centaines de millions de personnes si elle est aussi contagieuse que la grippe H1N1 de 1918. C'est quand même une information extrêmement importante venant d'une experte. Et là, c'est évident. Alors, on parle de quarantaine, et je vais revenir juste après, mais c'est juste une restriction. Alors, bien sûr, il y a toujours des mouvements. Et ça, depuis début janvier. Donc, pour moi, humblement, nous sommes en pandémie déjà. Et nous verrons que le temps d'incubation a changé de jour. Puisque au fur et à mesure du temps, on découvre, et c'est logique. C'est quelque chose de nouveau, tout comme la pandémie sur généraliste.fr, les 3 caractéristiques de la pandémie de 1918. Et c'est là où je veux voir si elle est aussi contagieuse que la grippe H1N1. Pour l'instant, on ne sait pas, on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose en tout cas. Même si l'OMS a distribué au laboratoire du monde la carte du génome. Alors,
y a certains laboratoires indiens qui disent qu'il y a des ajouts. Et ça, effectivement, on peut pas y échapper face à des virus du XXe siècle. Malheureusement. On n'a pas preuve, bien sûr, mais que la nature soit aussi destructrice de manière ingénieuse, intelligente, non. La nature est basée sur notre fréquence, que nous voyons dans certains documentaires, hein, nombre d'or, etc., sur d'autres fréquences que ce type de choses avec une clé qui ouvre et qui infecte avec toute une logique. C'est quand même assez compliqué. Hein. Et si elle faisait ça, la nature, ça veut dire que ça peut être fait sur d'autres types de systèmes vivants. Or là, ça n'arrive qu'à l'être humain. Alors, la pandémie de 1918-19 fut essentiellement caractérisée par trois faits. Un taux de mortalité induit inhabituellement important pour une grippe, avec une moyenne d'environ 3% du milliard de personnes atteintes. Une morbidité extrêmement élevée, estimée à 50 à 70% de la population mondiale atteinte. Ceci s'expliquant par le fait qu'il s'agit d'un virus grippal de type nouveau, tout comme celui-ci, vis-à-vis duquel la population ne possédait aucune immunité. C'est la même chose pour cette époque. C'est nouveau, l'humanité ne connaît pas cette chose-là, donc pour construire un vaccin, ça va être compliqué. Pour tout le monde. La question c'est, est-ce qu'il y a déjà un vaccin? Oui ou non? C'est compliqué quand même de savoir ça. Ou alors, est-ce qu'ils sont en train de travailler dessus? Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, mais en tout cas, ce qu'on nous dit de manière officielle, c'est que ça va mettre plus d'1 an et demi. Hein. Bien sûr. Une courbe de mortalité inhabituelle avec un pic chez les 20-40 ans. Pour expliquer ce fait, on avança d'abord que cette tranche d'âge, notamment pour des raisons professionnelles ou de guerre, était celle qui se déplaçait le plus ou côtoyait le plus de personnes. La multiplicité des contacts augmentait le risque d'être contaminé. Cette constatation avait déjà été faite lors de l'épidémie de choléra de 1866 à Liège. Mais en fait, c'est le système immunitaire de cette classe d'âge qui a trop vigoureusement réagi à ce nouveau virus en déclenchant une tempête de cytokines qui a endommagé tous les organes au point de tuer nombre de malades. Alors, une cytokine, bien évidemment, c'est que je retrouve la définition. Il me semble que c'est une substance qui est sécrétée par le système immunitaire, il me semble. Ainsi, au total, sur une population mondiale estimée à l'époque à environ 1,9 milliard d'individus, l'ensemble des estimations évalue à plus d'1 milliard le nombre de personnes atteintes pour la période de la grande pandémie de l'ère moderne, sans distinction de continent, d'ethnie ou de niveau technologique de leur civilisation. Donc c'est quand même important, cette petite aparté sur faire le lien sur bien sûr la grippe espagnole. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Autre fait, hein, avec plus de 15 000 nouveaux cas en 24 heures, hein, c'est difficile de croire, hein, bien sûr, que nous ne sommes pas dans une période de transmission accrue, ce qui peut déclencher une pandémie. La phase 6, c'est ce que nous allons voir juste après. Alors, l'origine du virus. L'animal à l'origine de la transmission à l'homme n'a pas été encore identifié avec certitude. Les coronavirus sont zoonotiques, ce qui signifie qu'ils sont transmis entre les animaux et les humains. On sait qu'il est de la même famille que le coronavirus du SRAS, responsable d'une épidémie en 2003. Les deux partagent en effet un ancêtre commun présent chez la chauve-souris, l'animal réservoir qui héberge un virus sans être malade et peut le transmettre à d'autres espèces. Mais le virus de chauve-souris ne peut se fixer sur les récepteurs humains, il doit passer par une autre espèce appelée hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire du Covid-19 pourrait être le pangolin. Ah, petit mammifère à écailles menacé d'extinction, estiment des scientifiques chinois. Ah oui, on voit bien qu'il y a un commerce de pangolins. Alors, on a vu le pangolin dans le numéro spécial The World in 2019, dont j'ai fait une vidéo, bien sûr. Je parlais d'hermétisme et de l'alanine, qui est un acide aminé. Alors, sans faire le lien, je parlais d'acide aminé, mais sans faire le lien avec ce genre de choses. Mais j'étais dans un raisonnement
quand même moléculaire. Et oui. Et ça c'est indéniable dans le décryptage de The Economist. Le virus serait apparu en décembre sur un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages destinés à être consommés. Franchement. Il y a plein de marchés partout. En Chine, où on vend le pangolin, c'est pas que à Wuhan. Mais à Wuhan, il n'y a qu'une seule chose que les autres villes n'ont pas. Ça, c'est une réflexion extrêmement intéressante qu'on ne peut pas balayer. C'est pas possible dans le raisonnement. La transmission interhumaine est avérée par voie respiratoire, contact étroit avec un malade, à moins d'un mètre, postillon tout éternellement. Le virus peut aussi se trouver dans les selles des malades infectés. On ignore encore si le virus peut persister dans l'environnement. Donc on ne sait pas tout ça, mais on ne met pas... On a mis en quarantaine, oui, mais on ne met pas tout le système. Il faut essayer de comprendre. Alors justement, pourquoi Wuhan? Sur Google Maps, nous avons la Chine. On a Pékin, on a Shanghai, on a Hong Kong, on a la Hainan là, Zhengzhou, et ici on a Wuhan. Et ici on a le fameux Yangtze River. C'est une ville portuaire, donc c'est bien une maladie quarantenaire. Et je vais venir juste après. Et là nous avons Shanghai, le Yangtze River, donc c'est en lien. Puisqu'il y a bien évidemment un commerce ici, donc c'est pas si vous mettez en quarantaine la région, à partir du moment où il y a du commerce, le virus va partout. Ah, il va partout. C'est quand même... C'est pas que les gens. Les êtres humains, oui, ils sont confinés, mais c'est pas que les êtres humains. Puisqu'on ne sait pas si ça affecte l'environnement. C'est un document de l'OMS, le document de RFI, c'est un document de l'OMS. Et pour aller plus près, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à Wuhan. Donc on voit bien le Yangtze River, on s'approche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'institut en lui-même et comment il est dans la ville. Parce qu'on ne peut pas enlever de l'équation l'institut virologique qui est à Wuhan. C'est impossible même. C'est vraiment impossible. Regardez, il est là. L'institut est là. Voilà. Il est là, en plein Wuhan. Et on nous dit que c'est apparu dans un marché. Ça n'a pas de sens. Le raisonnement est basique, il est simple même. Dans tous les marchés, pas dans tous les marchés, mais énormément de marchés dans plein de villes en Chine, il y a du pangolin et de la chauve-souris. Et on nous dit que c'est à Wuhan que ça apparaît. Or, à Wuhan, c'est la seule ville qui a un centre, un laboratoire de niveau P4, le niveau le plus élevé, où il y a à l'intérieur des virus. Il y a l'Ebola, il y a le SRAS ici, il y a aussi le MERS, il y a toutes les souches virales. Après, c'est pas une question de conspiration, c'est de dire si ça à Wuhan, c'est qu'ici il y a eu un problème. Alors, d'accord, on a des films, bien sûr, mais ici, on ne peut pas enlever ça du raisonnement. On ne peut pas enlever l'Institut de virologie de Wuhan, on ne peut pas l'enlever de l'équation, malheureusement. C'est pas une question de conspiration, c'est une question d'avoir un raisonnement noble et humble, tout simplement. Alors, je continue sur les symptômes. Je reviens sur les symptômes. Chez l'homme, les coronavirus causent des infections allant du banal rhume à de graves infections respiratoires de type pneumonie à l'origine d'épidémies mortelles, comme ce fut le cas avec le syndrome respiratoire du Mayen et du SRAS. Alors, les symptômes du coronavirus. Alors, ça c'est ce qu'on sait, la fièvre, la toux, l'expectoration, l'essoufflement chez les personnes vulnérables en raison de leur âge, de maladies chroniques ou immunodéprimées, justement. On voit beaucoup de personnes âgées être plus atteintes. Ça veut dire un système immunitaire, bien évidemment qu'on ne connaît pas, c'est nouveau, mais un système immunitaire qui a du mal à combattre, qui n'est pas frais, quoi, si je veux dire, qui n'est pas jeune. Effectivement, les jeunes ont plus de résistance parce qu'ils ont un système immunitaire plus réactif, plus puissant. Et qui a surtout moins travaillé dans la vie cellulaire du corps humain. Syndrome de stress, pneumonie, insuffisance rénale, défaillance multiviscérale pouvant entraîner. Et là, voici l'information primordiale, elle est extrêmement majeure, c'est incroyable. La durée d'incubation serait de 24 jours. Nous avons vu une info vendredi, il y a eu le premier mort en France, il y a eu une autre info, politique, mais il y a eu
cette information, c'est-à-dire des personnes, 120 personnes qui sont parties après 14 jours. Donc ça veut dire que Madame Buzyn n'avait pas l'information de l'OMS. C'est quand même étrange quand même qu'elle ne soit pas informée par l'OMS, Madame Buzyn. Alors que l'OMS, j'y reviendrai, nous cesse de dire qu'ils sont en lien avec tous les États-nations. Bien sûr que Agnès Buzyn sait que c'est 24 jours. Pourquoi? Est-ce que vous avez entendu dans les médias que c'est 24 jours la durée d'incubation? Non, on le dit encore maintenant, que c'est 14 jours. Alors qu'en réalité, c'est 24 jours. C'est l'OMS qui nous le dit. Donc, elle doit encore garder 10 jours supplémentaires. Les 120 personnes qui sont à côté de Marseille, Madame Buzyn. Donc, c'est une grave faute politique. C'est une faute professionnelle. Elle doit être limogée par Monsieur Macron. C'est obligatoire. C'est inacceptable. L'information, ça vient de l'OMS. Elle devait être estimée, dans un premier temps, par l'expert à 14 jours. Mais l'information, elle a changé. Et donc, ils doivent rester en confinement. Et je disais, par rapport à la propagation du virus, qu'à partir du moment où vous mettez la région du Hubei en quarantaine, vous ramenez des personnes. Alors qu'en Chine, en interne, ceux du Hubei, ils n'ont pas le droit de bouger. Mais eux, ils ont le droit de bouger parce qu'ils sont des êtres humains d'un autre pays. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est tout. Mais on voit bien que la Chine, c'est un État qu'on dit totalitaire. Mais quand même, il y a des ressortissants étrangers. C'est cette information. Parce qu'on savait que le confinement allait être sévère, allait être réprimandé, allait être dur. On voit des images sur Internet assez choquantes, assez dures. Mais c'est la réalité, tout simplement. Il faut informer le collectif. Si cette information devait se confirmer, la période de quarantaine imposée aux patients serait rallongée. Peut-être que Mme Buzyn attend la confirmation. Non, mais franchement. Donc, mais c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable cette information. Donc, c'est-à-dire qu'elle attend que on confirme. Il ne faut pas prendre de risques. C'est 24 jours, serait de 24 jours, il y a 10 jours d'écart. Il ne faut pas prendre de risques. Il faut être sérieux. C'est pas sérieux, c'est une faute professionnelle, tout simplement. Il faut dire la vérité. Comment faire le diagnostic? Toute personne présentant une infection respiratoire, fièvre, toux, essoufflement, après être revenu d'un séjour en Chine, doit s'isoler à domicile et appeler le service d'urgence sans se rendre aux urgences de l'hôpital ni chez son médecin. Un test diagnostic spécifique a été développé par l'Institut Pasteur. Les Chinois ont séquencé le génome, comme je disais, du Covid-19 et l'ont mis à disposition de tous les laboratoires du monde. Les principaux pays impliqués dans la recherche sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, Singapour, l'Australie, la Chine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses. L'Institut Pasteur de Dakar a été désigné comme centre de référence sur le coronavirus par l'Union africaine. Il formera les représentants des laboratoires des 15 continents. Alors, quel est son taux de mortalité? Entre 1 et 2%. Il faut dire que le taux de contagion est très élevé. Je parlais du taux de contagion par rapport à la grippe espagnole. Le taux de contagion, il ne l'a pas. Après, il y a tellement de monde qui a eu ce virus que le taux de mortalité, c'est tant mieux, mais par rapport aux autres. Mais c'est moins contagieux, les autres. On ne connaît pas la précision du taux de létalité, pourcentage de victimes parmi les contaminés, parce qu'on ne sait pas combien de personnes sont réellement affectées, donc d'où je parlais le taux de contagion. C'est quand même intéressant. Alors, où en est l'épidémie? L'épidémie est plus matérielle que celle du syndrome du SRAS, qui avait causé la mort de 774 personnes dans le monde entre 2002 et 2003. Selon l'OMS, le nombre de cas de contamination relevés quotidiennement en Chine se stabilise, mais il est encore trop tôt pour conclure que l'épidémie a atteint son pic. Là, comme je vous disais, en une journée, on a eu 15 000 nouveaux cas en 24 heures. Malheureusement, c'est terrible. Mais là, on est dans un taux de transmission accru qui est censé déclencher une pandémie, tout simplement. Quelle est la propagation du virus? C'est vraiment un tableau intéressant, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Coronavirus infecte 2 personnes, la grippe 1,3 personnes, le SRAS 3 et la rougeole 12. Alors, le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Pour contenir l'épidémie, il faut identifier sa source, c'est-à-dire les animaux qui sont les réservoirs du virus. C'est-à-dire mettre plus en difficulté le pangolin, quoi. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Parce que les chauves-souris,
Comment éviter la contamination? Il n'y a aucun traitement curatif, seuls les symptômes sont traités. Ah oui, pas de vaccin. Les chercheurs travaillent pour élaborer un vaccin et un traitement. Les gestes de prévention, bien sûr, on se laver, se couvrir la bouche, éviter les contacts. Alors, les idées reçues. Peut-on être contaminé par un être ou un colis envoyé de Chine? Non, les coronavirus ne survivent pas de façon prolongée sur les objets. Peut-on être contaminé si l'on mange dans un restaurant chinois? Alors, voilà, c'est pour ça. Hein, le raisonnement mainstream, si j'ose dire, des médias officiels, c'est-à-dire il y a un confinement en Chine et donc ça n'ira pas nulle part. On est encore dans ce raisonnement de Tchernobyl, hein, que ça passe pas la frontière. C'est encore terrible qu'on nous met ça encore au niveau mainstream. C'est terrible. Les animaux domestiques peuvent-ils propager le nouveau coronavirus? À l'heure actuelle, hein, rien ne prouve hein, que les animaux de compagnie, hein, tels que chiens-chats, peuvent être affectés. Hein. Le coronavirus peut-il se transmettre par les fluides sexuels? Non. Peut-on être contaminé par un cadavre? Il n'y a aucun élément en faveur d'une transmission par des personnes décédées. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter les infections? Non, les antibiotiques n'agissent pas contre les virus, mais seulement contre les bactéries. Donc, on est bien d'accord, hein, source OMS. On est bien d'accord. Alors, bien sûr, après avoir compris, là, on a bien compris de quoi on parlait. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est la mise en quarantaine, que c'est une maladie quarantenaire. Et cette quarantaine ne semble pas porter ses fruits comme lors de la peste bubonique. Donc, c'est une maladie quarantenaire dans des villes attenant à un port ou à un aéroport. Je l'ai montré géographiquement. C'est une ville attenant à un port sur le Yangtze River où, à l'embouchure, il y a Shanghai, notamment. Donc, ça, c'est un article de l'OMS concernant les anciennes maladies, la peste, enfin, pas les anciennes, mais attention, des années 50-60, sur les maladies quarantenaires. Donc, on constate, et on en déduit que c'était une maladie quarantenaire. Hein. Un cas confirmé suspect d'une maladie quarantenaire est apparu pendant la période indiquée ci-dessous, sous le nom de chaque maladie. Dans des villes et numéros ci-dessus, la date indiquée est celle de la fin de la semaine pendant laquelle le dernier cas est survenu. En général, les rapports reçus se réfèrent à la semaine entière précédant la date de la publication. Une ville continuera à figurer dans cette liste jusqu'à ce qu'il soit notifié pour chaque maladie qu'aucun cas n'est survenu pendant cette période énoncée. Cette liste est préparée d'après les renseignements devant être fournie à l'organisation en application de l'article 9 du règlement sanitaire international, RSI, dont je mettrai en lien, renseignements qui selon l'article 11 doivent être transmis par elle à toutes les administrations sanitaires. Donc là aussi nous voyons des villes attenant à un port ou à un aéroport. Hein. Donc on voit toutes ces... Alors, concernant l'OMS, bien sûr, je pense qu'elle a ordonné à la Chine hein, la mise en quarantaine. Comme le démontre le rapport de l'OMS hein, sur la santé dans le monde. C'est un article extrêmement intéressant. Ça aussi, encore une fois, c'est un article de l'OMS. Hein. Parce que, bien sûr, le raisonnement, pour moi, c'est quand même de faire comprendre aux gens que nous sommes face à une pandémie. Puisque, effectivement, la période d'incubation, elle est de 24 jours maintenant. L'OMS peut très bien dire, bah, elle est de 34 jours, 10 jours de plus. Or, on a découvert ça début janvier. Ou mi-janvier. Donc, je veux dire, les cas peuvent se déclarer plus tard que maintenant, partout dans le monde. Alors, on va nous dire, il y a une pandémie. Oui, mais sauf que vous mettez en quarantaine, il faut vraiment mieux bloquer. Quoi. C'est difficile face à la Chine quand même, par rapport à cet état de la Chine. C'est pas évident. Alors, comme d'habitude, je reviens à quintessence sur cette page de la sécurité sanitaire au XXIe siècle vers un avenir plus sûr. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de pays si capable, riche ou technologiquement avancé qu'il soit, qui puisse à lui seul prévenir, détecter ou combattre la totalité des menaces qui pèsent sur la santé publique. Certaines d'entre elles peuvent être invisibles au niveau national et n'apparaître qu'au terme d'une évaluation correcte du risque par une analyse de la situation dans sa globalité planétaire ou encore nécessiter une coordination internationale efficace. C'est le fondement du RSI. Alors, je continue à le lire juste après. Alors, à propos du RSI, c'est le site de l'OMS, le RSI. Le règlement sanitaire international ou RSI 2005, c'est très important de comprendre ça. Hein. Il est un accord signé par 196 pays, parmi lesquels
l'ensemble des États membres de l'OMS qui s'engagent à collaborer au profit de la sécurité sanitaire mondiale. En vertu du RSI, les pays ont convenu de renforcer leurs capacités en matière de détection, d'évaluation et de notification des événements de santé publique. Dans le cadre du RSI, l'OMS joue un rôle de coordination et aide les pays à renforcer leurs capacités avec la collaboration des partenaires. Alors pour terminer, le RSI comprend également des mesures particulières à mettre en application dans les ports et les aéroports ainsi qu'aux postes frontières dans le but de limiter, ça a été restreint en Chine, mais dans le but de limiter la propagation des risques pour la santé publique vers les pays voisins, tout en évitant d'appliquer des restrictions aux voyages et aux échanges qui n'ont pas lieu d'être, ce qui permet d'éviter les perturbations. Alors, justement, concernant le RSI, je reviens sur le Citrade Maritime News et je finirai de lire. Alors, c'est très 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 important concernant la quarantaine et la situation de port en Chine. C'est un article du 3 février 2020 de Citrade Maritime. 16 ports et groupes de ports chinois ont commencé à offrir des exemptions et des réductions de redevances portuaires alors que le pays lutte contre l'épidémie coronavirus. Nous avons les 16 ports ici, dont le port de Wuhan. C'est très important. Le coronavirus pourrait voir une réduction des escales alors que les industries en Chine sont fermées pendant les vacances prolongées du Nouvel An chinois. Le gouvernement central chinois a annoncé la prolongation des vacances du Nouvel An lunaire chinois jusqu'au 9 février avec une recommandation sur la suspension du travail et la restriction des activités sociales pour contenir l'épidémie. Commentant l'impact potentiel, BIMCO a déclaré « Transport maritime de ligne dépend de la demande extérieure qui reste actuellement peu affectée, mais un ralentissement de la fabrication chinoise induit par le virus pour entraîner une baisse des exportations de conteneurs en Chine. » Je répète que dans le conteneur, il y a de l'air. Et on voit bien les rues de Wuhan, de Shanghai, vaporisées pour désinfecter, si j'ose dire. Donc, malheureusement, dans les conteneurs, dans l'air des conteneurs, confiné, ça, bien sûr, ça peut subsister. Mais on ne sait pas dans l'environnement encore. C'est un risque. Les principaux transporteurs ont déjà commencé à supprimer davantage de traversées. Et la tendance devrait se poursuivre si le virus continue de se propager. Quand on a 15 000 cas en une journée, malheureusement, le taux de contagion est malheureusement vertigineux. Les ports chinois ont également ouvert un canal de traitement accéléré pour le transport et la manutention des matériaux proposés pour les anti-coronavirus. Donc les masques et tout ça, il me semble. L'épidémie de coronavirus de Wuhan a mis de nombreuses industries en état d'alerte, y compris le transport maritime. Les ports locaux et les compagnies maritimes travaillent activement sur les solutions de réponse et le contrôle des coronavirus pour garantir la sécurité et le transport. Donc c'est très important de comprendre la situation maritime chinoise. Et je reprends ici, c'est là le fondement du récit. Comme tous les pays ne seront pas en mesure de relever les défis dans les médias, l'OMS devra compter sur sa longue expérience de chef de file pour les questions de santé publique internationale, sur sa capacité à rassembler et sur les partenariats qu'elle a établis avec les gouvernements, les organisations des Nations Unies, la société civile, les milieux universitaires, le secteur public et les médias pour faire fonctionner ces systèmes de surveillance et d'alerte au niveau mondial. Ah oui, si c'est pour... Alors oui, les médias, oui. Si c'est pour nous dire ce genre de niveau, ce genre d'informations, c'est malheureux. Par leur action d'ensemble, je vais finir, permettent de combler les lacunes créées dues à l'absence de moyens nationaux et d'assurer la protection de la communauté mondiale au cas où, pour des raisons d'ordre politique ou autres, on pourrait souhaiter retarder une notification. Attention, c'est peut-être la Chine. Donc, avec ces éléments que nous avons, l'OMS a dû quand même alerter la Chine de mettre en quarantaine. C'est pas le but de la Chine de mettre en quarantaine, même s'ils sont conscients de la difficulté, mais quand même mettre en quarantaine toute une région. Maintenant, on a plus de centaines de millions de personnes. C'est quand même une décision forte, internationale quand même, par l'OMS. Donc on ne met pas en quarantaine pour rien. On voit bien le taux de... On ne va pas rentrer dans leurs papiers et dans les détails, mais ils savent en interne le taux de propagation dès le début, quoi, en fait. Bien sûr, c'est très important de le comprendre. Et la construction rapide d'un hôpital. Tout ça, c'est facile à comprendre. Il faut comprendre le raisonnement, quand même. Mettre en quarantaine et construction d'hôpitaux, c'est du jamais vu.
Donc, toutefois, pour que ces systèmes continuent à fonctionner efficacement, ils doivent disposer de ressources suffisantes en matière de personnel, de technologie, d'appui financier, mais ces capacités nationales sont renforcées. Les réseaux mondiaux de l'OMS resteront tout aussi nécessaires, en fait, à mesure que le RSI tendra vers son application intégrale et partenariale, les gestions de connaissances, le progrès technologique, la gestion des événements sanitaires et les communications stratégiques se développeront parallèlement. Donc, s'il y a une quarantaine mondiale, on peut penser à une mondialisation. Donc ça fait penser aussi à un certain nouvel ordre mondial. Ça fait penser à ça. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça peut faire penser à ça. Face à cette pandémie. Mais quand même, le raisonnement, c'est il y a quand même du trafic. Les personnes d'autres pays partent alors qu'il y a une quarantaine. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, il y a une fuite je veux dire, pas du virus, hein, si j'ose dire. Il y a une propagation terrible. Même s'il y a des quarantaines, mais c'est des choses qui sont faites, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, pour terminer cette vidéo, toujours selon l'OMS, hein, bien sûr, nous ne sommes pas en pandémie, et moi, dans cette vidéo, c'est ce que j'essaie, et c'est ce que je veux vous démontrer humblement. Alors, des centaines de millions de personnes sont confinées, ce qui constitue bien sûr une épidémie grave. Alors, le commerce maritime, etc. sont restreints, hein, mais pas supprimés. Donc, il y a un risque accru d'infection. Alors, bien sûr, pour terminer, hein, le plan mondial OMS de préparation à une pandémie de grippe, puisque que ce soit dans le documentaire Netflix ou ce lien-là, on le savait que ça allait arriver. C'est une évidence. Pour eux, en tout cas, ils le savaient. C'est quand même terrible. Alors, bien sûr, j'irai à ce qui m'intéresse concernant les nouvelles phases, les buts prioritaires de santé publique de l'OMS. Alors, la période interpandémique, la phase 1, hein, aucun nouveau sous-type du virus grippal n'a été dépisté chez l'homme. Un sous-type de virus grippal ayant causé une infection chez l'homme peut être présent chez l'animal si c'est le cas. Le risque d'infection de maladie chez l'homme est considéré comme faible. Donc les buts, c'est renforcer la préparation à une pandémie de grippe à l'échelle mondiale, régionale. Donc s'il prépare, on peut dire, parce que ça allait très vite, hein, ce qui s'est passé avec la Chine. Hein, donc on peut dire à la Chine de mettre en quarantaine. Aucun nouveau sous-type de virus grippal n'a été dépisté chez l'homme. Cependant, un sous-type de virus grippal circulant chez l'animal expose un risque important de maladie chez l'homme. Réduire au minimum le risque de transmission à l'homme, détecter et rapporter rapidement une telle transmission si elle se produit. Donc ça, c'est la période interpandémique. Mais moi, je pense qu'avec ce laboratoire, on sait les choses. Voilà. On va pas rentrer dans la conspiration, mais bon, c'est de la réflexion, c'est pas de la conspiration. Période d'alerte à la pandémie. Phase 3. Infection chez l'homme due à un nouveau sous-type, mais pas de transmission interhumaine, ou tout au plus quelques rares cas de transmission à contact. Veillez à ce que ce nouveau sous-type viral, soit rapidement caractérisé, à ce que les nouveaux cas soient rapidement dépistés et notifiés et des mesures prises. La phase 4. Petit groupe de cas dans lesquels il y a une transmission interhumaine limitée, mais la propagation est très localisée, ce qui laisse à penser que le virus n'est pas bien adapté à l'homme. Contenir le nouveau virus à l'intérieur des foyers limités, donc c'est la quarantaine, ou retarder sa propagation pour gagner du temps. Donc ils veulent gagner du temps afin de mettre en œuvre les mesures de préparation, notamment la mise au point d'un vaccin. Donc on met en quarantaine, on restreint les zones portuaires, mais il y aura la propagation quand même. C'est vrai, ils ont restreint quand même, ils ont un peu bloqué, mais à partir du moment où le taux de contagion est très élevé, malheureusement, ça va être compliqué. Hein. Phase 5, groupe de cas plus important, mais transmission interhumaine toujours localisée, laissant penser que le virus s'adapte de plus en plus à l'homme, mais ce n'est peut-être pas encore pleinement transmissible. Risque important de pandémie, c'est forcer au maximum d'endiguer ou de retarder la propagation afin de peut-être éviter une pandémie, de gagner du temps pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre cette pandémie. Donc on a Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, qui dit que c'est une urgence internationale.
Donc, apparemment, on est dans une urgence internationale. On est en phase 6 pour moi. Hein, on est dans une période de pandémie. Transmission accrue et durable dans la population générale. Alors, réduire au maximum les effets de la pandémie. Je vous l'ai dit, on a 15 000 nouveaux cas en 24 heures. Alors, on ne sait pas le temps d'incubation. Certes, c'est en Chine, mais c'est pas parce que c'est que en Chine, parce qu'on a mis en confinement, que ailleurs ça ne se développe pas, parce qu'on ne connaît pas le temps d'incubation. Donc, alors, la pandémie, c'est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale. Donc, cette épidémie, il y a une incubation, on est en ce moment même, partout dans le monde. On ne sait pas. Mais là, il y a certaines informations qui vont peut-être vous choquer, qui vont arriver au niveau mainstream. Tout d'un coup, vous êtes choqué. Ça, c'est ce que je pense. Dans le sens courant, elle touche une part particulièrement importante de la population mondiale. Hein, les pandémies surviennent lors de déséquilibres majeurs liés à des modifications sociales et environnementales au cours de l'histoire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Et même si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez aussi un pouce levé pour que les gens au moins soient informés de cette chose-là, qu'on est en pandémie. Et d'ailleurs, le directeur en a parlé, donc d'urgence internationale. Il ne peut pas dire pandémie, urgence internationale, c'est pareil. Il faut dire la vérité. Vos abonnements et vos commentaires sont toujours riches, intéressants. Je mettrai en lien tous ces liens officiels de l'OMS. D'autres vidéos sont à venir concernant ce Covid-19. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci beaucoup.